Quatrième jour de procès de l'ex-président ivoirien et de l'ancien chef des Jeunes Patriotes, tous deux accusés de crimes contre l'humanité. L'ancien chef des Jeunes Patriotes, Blé Goudé, s'est défendu devant les juges de la CPI. Le jardin botanique, un espace qui s'étend à plus de 50 hectares aménagés pour la conservation et la promotion de la biodiversité. On en parle dans ce journal. Et puis, dans ce journal également, gros plan sur les attaques terroristes en Afrique. Les victimes se comptent pas milliers. Plus de 27 000 morts de victimes donc en une décennie. Voilà pour les titres, madame, monsieur. Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt, quatrième jour de procès de l'ex-président ivoirien et de l'ancien chef des Jeunes Patriotes, accusés tous les deux de crimes contre l'humanité. L'ancien chef des Jeunes Patriotes, Charles Blé Goudé, s'est défendu devant les juges de la CPI. Il nie toute participation dans les crimes commis en Côte d'Ivoire de 2010 à 2011. Thomas Guessambi. Pour son deuxième jour d'intervention au procès ouvert le jeudi dernier, la défense de Charles Blé Goudé, surnommé le général de la rue, a assuré que le ministre de la Jeunesse de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo n'était pas l'instigateur de graves violences comme il est accusé devant la cour. L'avocat néerlandais Geert Jan Knoops de Charles Blé Goudé a soutenu que son client est un homme de paix, un pacifiste dans l'âme. Le groupe pacifique sur lequel Blé Goudé avait le contrôle prônait des idéaux pacifiques à l'opposé des actes violents de beaucoup d'autres mouvements, particulièrement ceux dont l'accuse le bureau du procureur. Geert Jan Knoops compte démontrer tout au long de ce procès que son client, loin d'avoir contribué aux violences, a au contraire essayé d'unifier son peuple. Nous allons démontrer que M. Blé Goudé, tout au long de la période envisagée et même avant les événements envisagés, a agi afin de supprimer la violence. Et nous montrerons également que ses discours étaient tout sauf l'incitation à la haine. Contrairement à Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé s'est exprimé après ses avocats en fin de journée. Considéré par ses détracteurs et par des ONG internationales comme un de ceux qui ont le plus contribué aux violences devant la cour, l'homme s'est présenté à un acteur de paix. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller commettre des crimes. Laurent Gbagbo ne m'a jamais envoyé pour aller inciter des jeunes à commettre des crimes. Je ne suis pas un homme de guerre. Ce deuxième jour de plaidoyer de la défense de Charles Blé Goudé sonne le quatrième jour du procès des deux hommes jugés pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Voilà un commentaire de Thomas Guessambi. Un autre procès, celui des 19 militaires présumés assassins du général Robert Guéhi, de son épouse et des membres de sa garde rapprochée. Le procès s'est poursuivi ce mardi à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Le capitaine Seka Yapo Anselme, qui a donné sa version des faits, a décliné toute responsabilité dans la mort de l'ex-chef d'État. On en parle avec Abou Sanogo. Je n'étais pas à la cathédrale le 19 septembre 2002. Je n'étais pas à la résidence du général non plus. Je ne peux donc pas lui donner la mort, à son épouse et au capitaine Fabien Koulibaly. Je ne suis pas un voyou, encore moins un tueur à gages. Ce sont en substance les propos tenus par le capitaine Anselme Seka Yapo. Il a soutenu que c'est dans l'après-midi du 19 septembre 2002 qu'il a été informé de l'enlèvement du capitaine Fabien Koulibaly. C'est selon lui au journal de 20 h qu'il a appris la nouvelle de l'assassinat du général. Après quoi, il a reçu, a-t-il ajouté, l'ordre de Moïse Lida Kouassi, alors ministre de la Défense, d'aller assurer la protection de la résidence du président Alassane Ouattara, alors président du Rassemblement des Républicains RDR. L'accusé soutient que tous les témoignages contraires sont faux. Si la partie civile se réjouit de l'avancée des choses, la défense, elle, estime que les preuves portées contre ses clients sont insuffisantes. Depuis un moment, il y a eu un certain nombre d'auditions, des témoins et aussi d'interrogatoires des prévenus. Et nous avons beaucoup appris, en ce sens qu'il est clair que les faits nous désignent les personnes qui sont coupables des infractions. Mais bien sûr, il appartiendra au tribunal de décider qui est coupable et de fixer les peines. Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. C'est la parole des uns contre les autres. Et c'est là où je crois, où je pense, où je l'ai vu à peu près. Mais tout cela
Je ne sais pas sur quel élément concret le tribunal va fonder sa conviction. 4 témoins, dont le général à la retraite Touvoli Bizobo, alors commandant supérieur de la gendarmerie nationale, et l'actuel commandant en seconde force terrestre, le colonel-major Sébastien Kwadjo-Undri, ont été entendus. L'audience a été renvoyée au mardi 8 février prochain. Affaire à suivre, donc, coopération militaire entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, surtout les questions de sécurité maritime au centre des échanges entre le ministre en charge de la Défense, Alain Richard Donvaï, et l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Une rencontre suivie pour vous par Konaté Moussa. Le renforcement de la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis au centre de la rencontre entre le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï, et la délégation américaine conduite par l'ambassadeur, son Excellence Terence Maculé. Monsieur le ministre m'a fait savoir ses priorités, les priorités du gouvernement ivoirien, et on va continuer à discuter avec monsieur le ministre et ses collaborateurs la manière dont les États-Unis puissent appuyer, n'est-ce pas, les différentes stratégies en matière de défense de la Côte d'Ivoire. Au nombre des sujets abordés au cours des échanges figurait en bonne place le volet formation, mais aussi et surtout la sécurité maritime à travers l'action de l'État en mer. Un projet pour lequel les États-Unis continuent d'apporter un appui important à la Côte d'Ivoire. C'est pour accélérer le processus de mise en œuvre de ce projet cher aux deux pays que des rencontres sont prévues dans les tout prochains jours entre experts militaires ivoiriens et américains. Les États-Unis et l'ensemble des représentants de la communauté internationale étaient réunis au siège de l'Union africaine à Addis Abeba à l'occasion d'une conférence des donateurs. La communauté internationale a promis à l'occasion de dégager 250 millions de dollars en vue de lutter contre le mouvement terroriste Boko Haram, des fonds destinés donc à financer la force d'intervention conjointe multinationale qui lutte contre Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. L'annonce a été faite par Smaël Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA. Terrorisme, on en parle toujours. Les victimes se comptent par milliers, plus de 27 000 morts en une décennie. Derrière toutes ces attaques, Boko Haram ou AQMI, le panorama de ces principaux groupes terroristes actifs en Afrique. C'est un sujet de Christelle Menant. Le terrorisme djihadiste déploie son spectre mortel dans le monde. Au moins un objectif commun à ces mouvements fondamentalistes islamiques, l'instauration de la charia. L'Afrique est le continent le plus touché après le Moyen-Orient, plus de 27 000 victimes du terrorisme en 10 ans et 5 657 morts pour la seule année 2015. Kamikaze, attentat suicide, ces mots jusqu'alors entendus du Maghreb ou du Moyen-Orient sont devenus réalité en Afrique subsaharienne. L'activité terroriste djihadiste sur le continent a été multipliée par 9 depuis son apparition vers l'année 2000. En nombre d'attentats, une étude dévoile la Somalie comme le pays le plus touché par le terrorisme islamique en Afrique. 943 attentats en 2015, soit plus de 2 attentats par jour. Le Nigeria, lui, en a subi 632. En troisième position, le Soudan du Sud, 335 attentats. Les victimes du terrorisme en Afrique se répartissent autrement. En 2014, Boko Haram est devenu le groupe le plus meurtrier d'Afrique, et même du monde, devant Daesh. Cette année-là, 6 644 personnes ont été tuées par Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, bordé par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger. C'est la zone d'influence de ce mouvement qui considère l'éducation occidentale comme un péché. D'obédience salafiste djihadiste, Boko Haram est aujourd'hui dirigé par Aboubakar Shekau. Après avoir prêté allégeance en mars 2015 à l'État islamique, il renomme le mouvement province ouest-africaine de l'Organisation de l'État islamique. Avec les 276 lycéennes de Chibok, le groupe islamiste armé a depuis le début de 2014 enlevé plus de 2000 femmes et fillettes, selon Amnesty International. Un peu plus à l'est, dans la Corne de l'Afrique, les Chebabs hantent la Somalie. Ils sont issus de l'union des tribunaux islamiques et n'ont qu'une seule revendication: la création d'un État islamique en Somalie. Fait d'armes d'Al-Shabaab, l'attaque du centre commercial de Westgate à Nairobi en 2013. Autre territoire d'Afrique subsaharienne embrasé par le terrorisme djihadiste, le Sahel. Il y sévit indépendantistes touaregs et islamistes, une véritable nébuleuse aux objectifs et motivations protéiformes. Plus ancien et plus puissant de cette galaxie djihadiste, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique.
D'origine algérienne d'obédience salafiste, Hakmi s'installe au Sahel après avoir été chassé du Maghreb. Le mouvement est organisé sur 4 à 5 zones appelées Katiba. Mokhtar Belmokhtar dirigeait la Katiba Al-Moutalimin, qui devint le mouvement indépendant des signataires par le sang, après sa rupture avec Hakmi en décembre 2012. Installé au nord Mali, le mouvement fusionne en 2013 avec le Moudjahou, mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. Il forme Al-Mourabitoun, auteur de l'attaque du Radisson Blu à Bamako en novembre 2015. Un mois plus tard, Al-Mourabitoun et son émir Mokhtar Belmokhtar se rallient à nouveau à Hakmi. Le terrorisme et ses trafics nourriciers font subir aux États d'énormes pertes. Mais en plus, la lutte contre le terrorisme revient plus cher que ses dommages directs causés. À l'échelle mondiale, près de 60 000 milliards de francs CFA déboursés face à la menace terroriste en 2014. Et pourtant, alors que les acteurs de la lutte se mobilisent tant bien que mal, les mouvements extrémistes islamiques n'ont jamais été aussi actifs et agressifs. Boko Haram, Al-Shabaab, Hakmi et ses démembrements plus ou moins autonomes quadrillent l'Afrique subsaharienne et font de l'islam radical une composante incontournable de la géopolitique du continent. Mais si la première victoire du terrorisme djihadiste vient d'une mauvaise anticipation de cette menace, sa victoire véritable sera la terreur semée au sein des populations, notre peur. Voilà, et on poursuit en image avec cette rencontre hier entre la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, Aïchatou M'Daoundou, et la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba-Lamine, échange de vœux et évaluation de la collaboration entre les deux institutions au centre de la rencontre. En image, toujours, cette bonne nouvelle pour les automobilistes et autres consommateurs. Le prix du litre de l'essence super connaît depuis hier une nouvelle baisse à la pompe, passant donc de 600 à 575 francs CFA, soit une réduction de 25 francs, alors que celui du gasoil reste inchangé à 570 francs CFA. Donc, en janvier, notez que le litre du super à la pompe avait connu un réajustement de 20 francs CFA, passant de 620 francs à 600 francs CFA. Aujourd'hui, 2 février, journée mondiale des zones humides. Il est question pour tous les participants, pour toute la population, toutes les populations, de maintenir donc les caractéristiques écologiques de ces zones et d'en planifier l'utilisation rationnelle et durable. On en parle avec Ami Sissoko. 40% des milieux naturels ont disparu et 60% des espèces évoluant dans les zones humides sont menacées d'extinction. C'est le bilan dressé par les pays du traité sur les zones humides, dite Convention de Ramsar. L'édition 2016 de la Journée mondiale des zones humides, célébrée tous les 2 février, vient donc à point nommé. Elle constitue une opportunité pour les initiateurs de la Convention de faire le point et d'interpeller les 169 États du traité sur les zones humides. C'est pourquoi il a été retenu comme thème cette année « Les zones humides pour notre avenir, mode de vie durable ». Un thème choisi pour exprimer le rôle vital des zones humides pour l'avenir de l'humanité. La Côte d'Ivoire a adhéré à cette convention. Dans ce sens, elle a inscrit 6 sites sur la liste Ramsar comme zones humides d'importance internationale. Ce sont Grand Bassam, Adiaké, Assini, Grand Laou, Fresco et Sassandra. À la faveur de la Journée mondiale des zones humides 2016, elle entend se remobiliser davantage pour atteindre d'autres objectifs dans le sens des missions du traité. C'est en février 1971 que le traité sur les zones humides a été signé. Dénommée la Convention de Ramsar, du nom de la ville iranienne qui a accueilli la signature du traité, elle assigne 2 missions aux États membres, notamment la préservation et l'utilisation rationnelle des zones humides. À ce jour, les sites Ramsar sont au nombre de 2225 sur une superficie de 215 hectares. Et on parle environnement toujours. Les pesticides, ces produits chimiques servant à la production agricole. L'utilisation au quotidien de ces produits constitue un véritable danger pour l'environnement et la santé. Comment s'en débarrasser? Les autorités ivoiriennes réfléchissent sur la question. Un projet de gestion des pesticides obsolètes et déchets associés a été initié récemment avec l'appui de la Banque mondiale. Projet dont nous parlent Malika Koulibaly et Moussa Konaté.
Les pesticides sont utilisés pour protéger les plantes dans le domaine de l'agriculture. L'utilisation de ces produits chimiques contribue à la bonne production agricole, mais constitue des risques environnementaux et sanitaires. Comment se débarrasser donc de ces produits? Les autorités ivoiriennes à la recherche de solutions. Un projet pour la gestion écologique des pesticides est initié avec l'appui de la Banque mondiale. Les études scientifiques ont montré qu'on retrouve des résidus de pesticides dans la chaîne alimentaire. Nous avons dénombré dans un inventaire sommaire qu'il existe des spectres de pesticides qui sont stockés dans des zones qui menacent l'environnement et la santé humaine. Comme vous le savez, avec la modernisation de l'agriculture, on n'est plus conscient aujourd'hui des dangers qui posent les pesticides toxiques. Et pour nous, c'est quelque chose que les autorités nous-mêmes, nous avons constaté que c'est un projet qui pourra bénéficier le secteur et la santé en général. Les pesticides, substances nécessaires pour l'agriculture, pourtant nuisibles à la santé. La mise en œuvre de ce projet va contribuer à la préservation de l'environnement et la santé des populations. La gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques est un enjeu primordial. Car l'un des plus grands défis du développement durable auquel les pays en voie de développement comme le nôtre se trouvent confrontés, hormis celui de la lutte contre les changements climatiques, est celui de la réduction des risques environnementaux et sanitaires. Lorsque les produits chimiques, le long de leur cycle de vie, ne sont pas gérés selon les bonnes pratiques environnementales, ils ont des effets néfastes et insidieux sur l'environnement et la santé des populations. Ce projet sera exécuté grâce au Fonds mondial pour l'environnement avec un financement initial de 3,5 milliards de francs CFA pour une durée de 5 ans. Et on parle environnement toujours, direction Bingerville cette fois pour découvrir le jardin botanique. Jardin botanique, un espace qui s'étend à plus de 50 hectares, aménagé pour la conservation et la promotion de la biodiversité. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour la communauté scientifique, mais également un site touristique pour bon nombre de visiteurs. Le jardin botanique entre curiosité scientifique et détente, un sujet de Okambawa Godefroy et Grace Kando. Si vous avez le Ceiba pentadra, connu sous le nom de fromager, qui est l'un des premiers arbres du jardin, donc un arbre centenaire. Alors, vous avez vu que je suis sortie de l'arbre, ce n'est pas parce que je fais de la magie, c'est tout simplement parce que la nature a voulu que cet arbre-là soit doté d'une cave naturelle et qui offre en même temps un passage. Un arbre dont bon nombre de personnes ignorent les vertus et même l'existence. Ici, au jardin botanique de Bingerville, se trouvent diverses espèces d'arbres et de plantes, comme ce fromager utile à la recherche scientifique. Mais les visiteurs du site ne semblent pas s'intéresser à cette richesse naturelle. C'est vrai qu'on vient ici très souvent, on rentre, on tourne, mais les plantes, on ne s'intéresse pas vraiment. Nous, c'est l'aspect tranquillité qui nous intéresse. Je suis venue lire un bouquin. Voilà, et puis passer un peu du temps au Bhoutan, c'est tout. Le jardin botanique, parce que c'est un endroit très paisible. Personnellement, je ne m'intéresse pas trop aux plantes. Détente, loisirs, voilà à quoi sert le jardin botanique de Bingerville pour la plupart des visiteurs. Un fait que veulent corriger les responsables des lieux. Des actions sont donc menées pour redonner à ce jardin ses fonctions premières, celle de la sauvegarde et de la promotion de la biodiversité. Ces visiteurs-là, nous essayons au maximum de leur expliquer un peu les avantages des différentes essences que nous avons ici, nous en leur faisant une visite guidée. Dès l'entrée, quand on reçoit les visiteurs, on leur propose vraiment toutes ces catégories de visites-là, c'est-à-dire une visite simple ou une visite accompagnée des guides. Et c'est au cours de cette visite accompagnée des guides-là que le guide essaie de leur expliquer un peu les vertus des différentes plantes que nous avons ici. Et il faut dire que c'est ici que certaines personnes même découvrent, par exemple, le plant de cacao. De 1904 à 1905, ce jardin était la résidence du gouverneur français Engoulevent. À partir de 1905, il devient un lieu d'essai de plantes venues de divers horizons, avant d'être retenu comme jardin botanique de Bingerville en 1952. Ce jardin est bâti sur une superficie de plus de 50 hectares.
Plusieurs espèces d'arbres et de plantes y sont conservées pour le bonheur des amoureux de la nature. Identifier les producteurs de café et de cacao, géolocaliser les plantations en vue de délivrer des cartes professionnelles aux producteurs, c'est tout le sens de l'atelier de validation initié par les acteurs du secteur. Un atelier ouvert aujourd'hui. On fait le point avec Sey Justine Tiki. Le cacao représente 15% du produit intérieur brut PIB et 40% des recettes d'exportation de la Côte d'Ivoire. Sa production en 2014-2015 était de 1 795 852 tonnes et celle du café de 126 589 tonnes. Malgré ces performances, les statistiques agricoles sur la filière café-cacao sont caduques. Le ministère de tutelle a donc diligenté le recensement des producteurs de café-cacao et de leurs vergers pour à terme leur délivrer des cartes professionnelles en vue d'une meilleure maîtrise de la filière. L'objectif derrière, c'est qu'on veut sécuriser les transactions. Et le recensement nous permettra également de mieux suivre le produit, c'est-à-dire de mieux tracer le produit. Si demain on finit le recensement et que vous n'avez pas de carte de planteur, vous ne pourrez pas vendre votre production. Cette carte professionnelle était véritablement attendue par les producteurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de coopératives. Est-ce que réellement ces coopérateurs ont des plantations? Mais au vu de ce recensement, on saura qui est planteur et qui ne l'est pas. Le planteur, aujourd'hui, tu veux un prêt à la banque. Tu as quoi qui prouve que tu es un planteur? Mais aujourd'hui, on va avec cette carte à la banque ou partout on ira, on va présenter cette carte. On nous montre que vraiment on est professionnels. Cet atelier a donc pour but d'analyser la méthodologie du recensement, des questionnaires et manuels de recensement élaborés par le Conseil Café-Cacao. Il permettra de recueillir les observations et contributions des experts nationaux et internationaux en vue de démarrer l'opération de recensement le plus tôt possible. Rappelons que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial du cacao, 13e producteur mondial et 3e producteur africain du café. Voilà, le monde agricole donc sur la voie du développement. De nombreux projets de développement également identifiés à Yamoussoukro pendant que les anciens sont en cours d'achèvement. Exemple du collège moderne d'Atiégoako, de celui de Kossou, également fortement attendu par les populations. Une volonté en tout cas du gouverneur du district de Yamoussoukro et de son conseil engagé dans la voie du développement. Et Jean Atoubé a assisté donc pour vous le premier conseil de l'année du district. C'est la salle de réunion de la prairie de Yamoussoukro qui a abrité le premier conseil consacré pour l'essentiel à l'adoption du budget primitif 2016, porté cette année à 6 844 864 000 francs CFA. Un peu plus de la moitié est affectée aux investissements, conformément à l'engagement du gouverneur Augustin Thiam de poursuivre le développement des localités qui composent le district et aussi répondre aux attentes et aspirations des populations. Illustration à Tchegouakro et Kossou. Ici, un collège à base 3 a été construit par le district. Il fait la fierté des populations et arrange fort bien les localités alentours comme Tumokro et Bozi. La motivation principale est d'abord mettre à proximité de nos enfants des collèges dignes de ce nom où ils peuvent poursuivre leurs études sans être séparés de leur milieu familial qui est nécessaire à leur réussite. Pour autant, ce collège attend d'être équipé pour faire face à toutes les exigences. Un établissement de plus de 600 élèves, on n'a pas d'eau, le personnel, les toilettes, les sanitaires, on ne peut pas les utiliser. Donc nous souhaitons vivement que monsieur le gouverneur jette encore un regard sur cet aspect, pour le bonheur vraiment des personnels et des élèves. Le collège de Kossou, on ne peut pas le faire maître et puis ne pas lui donner les moyens d'exister. Mais tout cela s'organise, j'en prends bien bonne note et nous allons les satisfaire l'un après l'autre. Comme l'année dernière, le district consacre 150 millions de francs CFA pour les bourses d'études et kits scolaires. Autre investissement prévu, la construction d'un abattoir moderne, un centre d'épuration des eaux usées et le projet Yamoussoukro ville numérique. Yamoussoukro ou la RNA3. La route qui traverse la ville dans le sens Abidjan-Bouaké va porter le nom illustre de Félix Houphouët-Boigny, ainsi que l'a décidé le Conseil à l'unanimité de ses membres.
Hors de chez nous, au terme d'une réunion d'urgence, l'Organisation mondiale de la santé a rendu son verdict. Elle déclare une urgence sanitaire de portée mondiale en ce qui concerne le virus Zika. L'OMS estime que les investigations qui portent sur le lien entre le virus et la hausse de cas microcéphaliques doivent être réalisées en parfaite coopération entre les différents pays concernés. Très critiquée pour la lenteur de sa réaction face à l'épidémie d'Ebola, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, prend cette fois-ci les devants. Ce lundi 1er février, à l'issue d'une réunion exceptionnelle du comité d'urgence, l'organisation a engagé la procédure d'urgence de santé publique de portée internationale. Après examen, le comité a conclu que les foyers de microcéphalie et autres complications neurologiques constituaient un événement extraordinaire et une menace sanitaire pour le reste du monde. Selon la directrice de l'OMS, les experts du comité d'urgence se sont accordés pour dire qu'il y a une forte suspicion entre l'infection par le virus Zika et les cas de microcéphalie, même si ce lien n'est pas encore scientifiquement prouvé. Les experts ont aussi pris en compte la manière dont les espèces de moustiques qui peuvent transmettre le virus se propagent et leur localisation géographique, ainsi que l'absence de vaccins ou de tests rapides et fiables, ou encore l'absence d'immunité chez les populations des pays affectés. Tout cela contribue à nos inquiétudes. L'OMS s'est abstenu jusqu'à présent de formuler des recommandations concernant les voyages dans les zones affectées par le virus Zika. Mais le Brésil, le pays le plus touché avec près d'1,5 million de cas selon l'OMS, a formellement déconseillé aux femmes de tomber enceintes. Elles devraient également éviter de se rendre au Brésil où sont prévus les Jeux olympiques en août 2007. Là, c'est un commentaire de Gabriel Zanni. Aux États-Unis, le républicain Cruz remporte les caucus de l'Iowa. Victoire également d'Hillary Clinton du côté des démocrates. Victoire, quoique très mince. Victoire sur le fil pour Hillary Clinton. L'ex-première dame l'emporte avec une courte avance sur son adversaire dans l'Iowa. Seulement 0,3% la sépare de Bernie Sanders au primaire de l'Iowa. Côté républicain, c'est le revers. Donald Trump a été défait par Ted Cruz. Le magnat qui reconnaît sa défaite affiche sa détermination pour la suite. Nous terminons deuxième. Mais je veux vous dire quelque chose. Je suis tout simplement honoré. Je suis vraiment honoré. Et je veux féliciter Ted. Et je veux féliciter tous les candidats incroyables, y compris Mike, qui est devenu un de mes bons amis. Alors, félicitations à tous. On va continuer et remporter la nomination républicaine. Et on va continuer et battre facilement Hillary Clinton. L'ultra-conservateur Ted Cruz n'avait pourtant pas les faveurs des sondages. Sa victoire au caucus donne un bon coup de pouce à sa campagne. L'Iowa a envoyé un message fort que le candidat républicain et le futur président des États-Unis ne sera pas choisi par les médias ni par l'établissement de Washington. Les deux vainqueurs de l'Iowa sont diamétralement opposés dans leurs approches. Ted Cruz souhaite une révolution politique à la Maison-Blanche, tandis qu'Hillary Clinton plaide pour un changement progressif. Prochaine étape, le 9 février prochain dans le News Hampshire. Voilà, compte rendu de Abou Sanogo. Lancement ce mardi des activités sportives des militaires. Et là, on revient en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'activités précédentes, le bal des armées. Et c'est Salif Ouattara qui nous en parle. Près de 3000 hommes, officiers supérieurs et hommes du rang ont pris part ce mardi 2 février à un cross matinal, symbolisant le lancement des activités sportives du bal des armées ivoiriennes. Venus de l'INSOA, du BCS, de l'état-major des armées, les hommes en tenue ont pris d'assaut les artères principales de la commune du Plateau, en compagnie du chef d'état-major général adjoint des armées, chargé des opérations, le général de brigade Sékou Touré. Maître mot de l'armée depuis une décennie, la cohésion sera mise à l'épreuve lors de ces activités sportives. Nul doute pour le général de brigade Sékou Touré qu'elle règne déjà au sein des casernes. Ça correspond également à la richesse d'un esprit de fraternité d'âme, un esprit de camaraderie au sein de toutes les unités. Vous savez que nous avons sécurisé avec beaucoup de succès les élections présidentielles. Cela a été signalé par tout le monde. Ensuite, nous avons sécurisé la période des fêtes de fin d'année. Cela a été également un succès. Donc après ces deux activités, le commandement a estimé bon
d'organiser ces activités de cohésion qui deviennent désormais une tradition au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Débuté ce mardi 2 février au camp Gallieni, la semaine sportive précédant le bal des armées connaîtra son apothéose le vendredi 5 février par des finales interarmées, toujours pour renforcer la cohésion armée-nation. Et encore du sport cette fois pour terminer. Demain, mercredi 3 février, la première demi-finale du championnat d'Afrique des Nations opposera la République démocratique du Congo à la Guinée, tandis que la deuxième demi-finale, ce sera entre la Côte d'Ivoire et le Mali, match prévu le lendemain, donc jeudi à partir de 13h GMT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très très bonne fin de soirée.